Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue dans Bibliothèque francophone, votre magazine qui vous procure du savoir, de la connaissance et de l'intelligence. Dans ce nouveau numéro, je préfère qu'on le débute avec ces passages tirés dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 45, qui dit, je cite, « C'est ce qui indique que la pierre que tu as vue se détacher sans le secours d'aucune main de la montagne qui a brisé le fer, le thym, les reins, l'or ainsi que l'argile. C'est le grand Dieu qui a fait connaître au roi ce qui doit arriver. » Voilà, le songe est véritable et son explication est certaine. Dans ce numéro, il sera question d'essayer de comprendre à quand la fin du monde. C'est le titre du livre que vient de publier Pati Abali Mobwa. Il est évangéliste et pasteur, et puis il est maître de conférences, écrivain, et je pense que je vais pouvoir lui saluer. Bonjour. Bonjour, cher Babo. Merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À quand la fin du monde, c'est le titre du livre que vous venez de publier. Ouais. Pourquoi, quelle est la motivation de votre publication? Merci beaucoup, M. Babo, pour l'invitation. La motivation de ces livres est partie du flou créé après la pandémie, l'apparition de la crise de la pandémie à Covid-19. J'ai eu du mal à réaliser comment la biotech, biotech, il y avait la Big Pharma et la Big Data, comment les deux géants du numérique et des grandes firmes pharmaceutiques mondiales, on n'a pas pu apporter la lumière nécessaire sur cette pandémie, sur son origine. Ça m'a intrigué et je me suis dit, un peu comme les disaient les philosophes américains, Noam Chomsky, qui a dit, pour la vérité, il ne faut pas attendre qu'on vienne la déposer dans votre tête. Il faut aller la chercher. Et je me suis appliqué à comprendre l'essence cachée de la Covid, l'essence cachée, l'essence profonde de cette pandémie qui a secoué le monde entier et qui n'a pas eu une explication plausible. À quand la fin du monde, face à la mission prophétique du plus beau pays du monde, cet ouvrage se classe dans quelle catégorie littéraire? Cet ouvrage, on peut les positionner comme un livre pratique. Un livre pratique, c'est que ça voudrait simplement dire que les résolutions ou les recommandations formulées peuvent servir dans la vie active. Donc c'est un livre pratique qui peut servir la nation, qui peut servir les familles, qui peut servir les organisations. Donc c'est un livre qui est vraiment pratique. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas du thriller, ni de la romance, mais c'est vraiment un livre... C'est ça que j'allais me poser comme question. Est-ce de la fiction, c'est un roman? C'est un peu de faire comprendre aux téléspectateurs. Exactement. C'est un livre qui pourrait servir. C'est un livre qui peut servir les hommes de Dieu, l'élite, les responsables, les enseignants. Un livre qui a connu un travail scientifique. C'est un livre qui est transversal. Ou spirituel. Il est transversal. C'est un livre qui est factuel, actuel et prophétique. Donc, ça se base sur les faits, l'actualité et la prophétie. Et la prophétie d'une manière générale, donc la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et donc, écrivain, dans la rédaction de cet ouvrage, quelle était la méthodologie que vous avez pu utiliser? J'ai utilisé des méthodologies essentielles. Il y a eu la méthodologie documentaire. J'ai parcouru des volumes, entre autres la Bible, et j'ai exploité aussi certains rapports, notamment de la Banque mondiale, de la MONUSCO. Donc j'ai étudié, analysé les différentes documentations. Et en dehors de ça, il y a eu aussi, comme méthodologie, il y a eu l'analyse comparée. Dans cet ouvrage, j'ai utilisé deux modèles. Le premier modèle, c'est Israël. Le deuxième, c'est Joseph. Je ne sais pas, faute de temps, si on saura les parcourir tous. Mais le premier modèle, c'était Israël. Israël, j'ai trouvé que Israël, c'était un pays formidable. Un pays qui avait tout. Ils avaient Dieu, ils avaient l'élection comme peuple élu par Dieu, ils avaient les patriarches, ils avaient les prophètes, ils avaient l'alliance, ils avaient les cultes, ils avaient tout
pour être un peuple erré, béni. Mais c'est ce peuple-là qui va se retrouver où? En esclavage. Et à 2 reprises. En Égypte et plus tard, des siècles plus tard, à Babylone. Et c'était à des intervalles de temps importants. Mais ce que j'ai aimé dans cette analyse-là, pour l'Afrique, ça a formé vraiment un corpus. C'est comme une partie des puzzles qu'on a rassemblé avec l'Afrique. L'Afrique aussi, au contact avec l'Occident, ce continent qui était riche dans sa culture, dans ses traditions, qui, à la rencontre avec l'Occident, les explorateurs, en 1500, du coup, s'est retrouvé en esclavagisme. Et si vous vérifiez bien, ça a duré, l'esclavagisme a duré 4 siècles sur le continent noir africain, exactement comme Israël. Et après, il y a eu une nouvelle ère, c'était la colonisation. Et la colonisation a duré aussi autour de combien? 70 ans. Je me suis posé la question, comment ces 70 ans? On a vu les vents des indépendances autour des années 60, un peu partout en Afrique. C'était le génie de nos pères de l'indépendance, oui, je concède, mais je pense que c'était de la part de Dieu. Et dans le cadre de cette étude, j'ai compris les mystères autour du chiffre 7, parce que c'est le chiffre du repos. Du repos, parce que lui-même, Dieu, à la création, il s'est reposé le 7e jour, après son ouvrage de 6 jours. Il demande à Moïse que ça soit sanctifié le 7e jour. Et Israël, à Babylone, va trouver l'élargissement la 70e année. Et l'Afrique aussi a trouvé son élargissement, donc les indépendances, 70 ans après. Et ça se répète encore. J'ai essayé d'extrapoler. De 1960, j'extrapole jusqu'en 2020, l'année de la rédaction du livre, exactement 60 ans. J'ai dit, mais ça fait quand même trop de coïncidences. Et là, on 2020, voit, là où avec l'arrivée, la Covid. Exactement. On voit toutes ces grandes puissances tomber comme un château de cartes. Un château de cartes. Et puis, on a vu les camouflés, ces chaos stratégiques. Et je me suis appliqué à comprendre. J'ai dit, mais c'est tellement intéressant. En Afrique, c'est un temps vraiment continu. Okay? Alors que pour Israël, c'était comme des images. Et le deuxième modèle, c'était Joseph. Oui, c'est toujours, oui. Joseph. Le deuxième modèle, c'était Joseph. Joseph, c'est celui-là qui avait un rêve. Il avait un rêve de grandeur. Mais ses frères l'ont combattu. Ses frères l'ont combattu, ils l'ont trahi, ils l'ont vendu. Alors que c'est lui qui avait la bénédiction de la famille. C'est un peu comme la RDC, qui a une grande promesse. Mais ses frères ne l'ont pas compris. Ses frères, les pays voisins, le monde entier. Le Congo a toujours été marginalisé. Et j'ai compris dans le cadre de cette étude, et c'est vraiment bien documenté, que c'était vraiment Joseph qui est mal aimé, trahi, vendu, même parfois par ses propres fils. Mais le Congo, j'ai trouvé, a une très grande promesse. Et qu'au temps marqué, Dieu va visiter ces pays. Ce temps-là, c'est maintenant. À quand la fin du monde? Mesdames et messieurs, vous regardez Bibliothèque francophone, votre magazine qui vous procure de la sagesse, du savoir et de l'intelligence. Et je reçois sur ce plateau l'auteur de ce livre, À quand la fin du monde? Il s'agit bel et bien de Paty Abali Maubois. Je rappelle qu'il est évangéliste de Jésus-Christ, maître de conférences, libre penseur. Mesdames et messieurs, je pense que nous pouvons aller à la question cruciale. Question que je me suis dit, peut-être, qu'est-ce que le public doit retenir dans cette émission en ce qui concerne l'ouvrage dans un message central? Les messages centraux de ce livre, c'est que en analysant la Covid, j'ai compris que l'objectif de la Covid, c'était changer le monde que nous avons connu. Il y avait un paradigme, le paradigme néolibéral, avec l'Occident à la tête, les États-Unis, qui était épuisé, ces paradigmes-là. Ces paradigmes-là a appauvri le monde entier, tous les autres pays, au profit d'un seul pôle de puissance, l'Occident. Et les autres étaient les bannis de la terre.
oublié, ignoré. Leur voix ne pouvait pas compter. C'était un monde unipolaire. Et j'avais compris que la Covid était arrivée justement pour remettre en question ces paradigmes néolibéraux. Cette suprématie. Cette suprématie. Et j'ai aimé parce qu'en 2020, quand j'ai reçu l'inspiration, j'avais cette thèse, mais l'actualité est venue soutenir cette thèse-là. L'impasse notamment de la coalition occidentale dans les différents fronts. Et donc ce n'est plus un secret, l'Occident a été démystifié. Aujourd'hui, on voit même ces désordres qu'il y a entre les États-Unis, cette alliance atlantique, l'OTAN, avec les États-Unis. On n'a jamais vu ça. Et donc, c'est un temps nouveau qui commence. Donc, c'est les paradigmes qu'on a connus qui est arrivé, qui est épuisé. Et donc, la nature a aussi horreur du vide. Un paradigme s'épuise, un autre doit commencer. Et dans le cadre de cette démarche, j'avais compris, si vous me permettez, dans le cadre de cette démarche, c'est ce que j'avais compris, que l'Occident, avec ces paradigmes qui s'épuisent, il y aura plus ce monde qui sera unipolaire. Ça sera un autre monde où il y aura un multi-alignement, la présence de plusieurs puissance. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que c'est vraiment documenté, référencé dans la Bible. Je suis chrétien, mes pères m'ont enseigné, mais je n'ai pas entendu ça. Mais j'ai découvert ça dans le cadre de cette étude ici. Et donc, le multi-alignement va permettre à notre pays d'avoir à opérer des choix stratégiques. C'est ce que j'allais même poser comme question. Selon vous, puisque vous parlez des néolibérales qui tend à sa fin, alors quel sera le prochain paradigme qui gouvernera le monde selon vous? Oui, bon. Parce qu'on a déjà pris, il y avait l'Allemagne à une certaine époque, et puis il y a les États-Unis qui dominent le monde. On voit la Chine être en deuxième position, mais c'est ça, quel sera c'est difficile à prévoir. L'histoire est très imprévisible. Mais on voit l'ancien paradigme s'épuiser. Et ce que je voulais aussi placer comme mot, lorsqu'il y a un paradigme qui s'épuise, il faut changer d'attitude. C'est important. Nous avons été enfants, nous avons été tous enfants, mais lorsqu'on est enfant, les parents, nous sommes régis par les paradigmes des parents. Mais à la fin, lorsque les parents déclinent, ils vieillissent, est-ce qu'un enfant doit toujours garder les mêmes paradigmes et rester l'enfant gâté? Non. Pendant que les parents déclinent, l'enfant doit prendre ses responsabilités. Et donc, changer d'attitude. Donc, la fin du paradigme, naturellement. Et que l'Afrique a été infantilisée. Nous attendons toujours des aides. Est-ce que ça doit toujours continuer comme ça, alors que les puissants, on voit que ce sont des pays qui sont eux-mêmes aujourd'hui hyper endettés. Il faut interroger les chiffres. Et surtout qu'à ce moment ici présent, les États-Unis ont suspendu leurs aides aux pays. C'est pourquoi, dans le cadre de cette démarche, nous invitons l'élite à prendre leurs responsabilités, de s'assumer, de travailler dans l'intérêt des peuples et de ne pas toujours attendre l'Occident, l'aide extérieure, parce que les paradigmes ont changé. Les paradigmes qui nous a toujours caractérisés. A changé ou c'est en train de changer? Est en train de changer et a déjà changé. Ok? Il faudrait préciser. Oui. Est en train de changer parce que jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas un nouveau paradigme. Je vais rebondir sur votre question. Quel est le paradigme qui va présider? Voilà, c'est ça la préoccupation des téléspectateurs. Oui. Ça, on ne sait pas anticiper, mais cependant, on a des tendances. Ok? On voit au niveau de l'Asie, on voit la Chine principalement, tous ces pays de l'Asie Pacifique, l'Inde, il y a la montée de la technologie. Donc on tend vers un paradigme techno-humaniste où l'intelligence artificielle va prendre une place importante. Il y aura des maestros, donc des maîtres qui vont avoir l'emprise sur cette intelligence artificielle. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il devient? Donc c'est ça, mais là c'est du côté de l'Asie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, du côté des États-Unis et l'Occident, qui reste un peu dubitatif. Pour eux, ils pensent que le monde de demain devra être plus écolo,
sociales, donc réduire les écarts sociaux, les injustices sociales, et puis un peu plus de respect par rapport à l'environnement. Donc, ce sont les deux écoles qui se disputent, mais on ne sait pas, peut-être que ça sera brassé, on ne sait pas trop, mais ce qui est vrai, c'est que l'ancien paradigme néolibéral, avec les États-Unis, est déjà épuisé, et que nous qui étions victimes, les peuples d'Afrique, victimes de ces paradigmes-là, nous devons changer d'attitude. C'est un éveil de conscience à nous, Africains, de prendre notre responsabilité en main. Mesdames et messieurs, vous comprenez avec moi ensemble que c'est une question de prendre nos responsabilités pour emboîter les pas, parce que le paradigme va d'ici là changer, c'est en train de changer. D'après les messages de ce livre, « À quand la fin du monde ?» Pati Abali, maître de conférence, en vous lisant sur la page 25, paragraphe 3, 4, ainsi que la page 26, paragraphe 1er, c'est comme si vous indexez l'absence ou la faible implication des hommes d'église. Indexer, pour moi, ça pourra être perçu comme un gros mot. Donc, selon vous, quel devrait être leur rôle à jouer dans, la mission? La RDC, ce n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui est hautement prophétique. Et que dans ces conditions-là, les hommes de Dieu ont un rôle important à jouer. Pour moi, je n'aimerais pas faire trop de commentaires sur les hommes de Dieu. Ils font déjà leur travail. C'est un travail remarquable, surtout en ces moments cruciaux de l'histoire de notre pays. Mais je pense qu'ils devaient servir des lumières et servir des clignotants. Donc, dire au peuple la ligne à suivre, la direction à suivre. Et c'est important. Est-ce que la façon de se comporter vient encore tirer les pays encore plus en bas que de les propulser? C'est ça votre regret? Oui, malheureusement. Malheureusement, je pense, même le Seigneur avait dit, un royaume qui est divisé ne pourra pas prospérer. Donc, il faudra, au niveau de nos pères, les hommes d'église, parce que la RDC, c'est un pays, on ne voit ça qu'en RDC. Les pays islamiques, vous ne verrez pas les imams s'entraider dedans, les moines là-bas, bouddhiques, s'entraider dedans. Donc, nous devons faire un effort pour converger. Parce que les peuples, nous avons un peuple qui est en train de nous observer, qui est en train d'observer la classe dirigeante, en train de scruter à la lettre les pasteurs. Donc, les pasteurs, je parle des pasteurs d'une manière générale. Okay. Y compris les prêtres aussi. Donc tous les prélats, donc d'une manière générale. Ils devaient jouer un rôle un peu... Pourquoi vous avez choisi ces moments, ce contexte ici pour... publier votre ouvrage qui est « À quand la fin du monde ?» face à la mission prophétique du plus beau pays du monde. Oui, exactement parce que c'est les moments. C'est ces moments ici. J'ai découvert que ce pays qui a été banni, ce pays qui avait tout, un peu comme Israël, un peu comme Joseph, mais qui a été relégué toujours. Mais je trouve des passages, qui, à mes yeux, apparaissent comme un secret. Et Daniel, quand il a découvert ça, parce que lorsqu'un peuple décline, qu'est-ce qui commence? C'est d'abord, il perd la vision. Le peuple va s'accrocher à des choses, à des futilités. C'est arrivé aussi du temps de Daniel. Daniel, en son temps, lui, il s'est accroché à lire, à lire les livres, alors que les peuples sombraient. Les livres, c'était consigné clairement dans les rouleaux, mais les peuples avaient ignoré ça et ils ont souffert. Mais Daniel, quand il a découvert ça, il ne pouvait pas garder ça pour lui. Et lorsqu'on découvre l'élargissement, il faut publier, rendre public, annoncer au peuple que voilà, c'est le moment pour l'élargissement. Et moi, j'ai eu l'avantage de voir ça noir sur blanc, comme A plus B égale C, que plus de jours pour l'Afrique, plus de jours pour le Congo. Mais il est simplement question que les peuples comprennent que c'est le moment et se mettent en ordre de marche. Vous le regrettez fermement dans votre ouvrage parce qu'il n'y a pas un Daniel dans notre époque ici présente avec la RDC, un Daniel qui pouvait consulter les livres également, le rouleau ancien, pour avoir une vision claire et nette sur la nation congolaise ou peut-être pourquoi pas pour l'Afrique en général. Ce n'est pas les regrets, je pense que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Les Daniels sont là, ils vont se manifester, ça ne fait que commencer. Les Daniels sont là, ils vont se manifester, j'en suis sûr.
Vous êtes sûr pour cela, Madame et Monsieur, je suis avec le maître de conférence Pati Abali, qui est notre invité, qui est en train de nous parler de son livre, du contenu de son livre qu'il a titré « À quand la fin du monde ?» À quand la fin du monde, vous avez peut-être rencontré des difficultés avant, pendant ou après la publication. Si oui, quelles sont ces difficultés? Bien entendu, il y a eu des difficultés, mais pour les difficultés, avant, je mets ça dans les comptes de l'expérience, mais j'aimerais plus m'appesantir sur les difficultés après. C'est que notre pays, pour la plupart, la population a perdu la culture de la lecture. Et donc, ça me peine. Hein, donc, c'est avec pincement au cœur, les gens doivent renouer avec la lecture. Parce qu'on ne peut pas développer un pays lorsqu'on se déleste de la lecture. C'est ça aussi une autre problématique. Hein? C'est vraiment un vrai problème. Les gens ne lisent pas. Les gens ne veulent plus lire. C'est une sorte de paresse intellectuelle. Et dans ces conditions-là... Alors que vous prenez Daniel comme exemple, lui, il consultait il consultait les livres. Lui pensait que la prière allait régler, tout régler. Mais il s'est trouvé dans l'impasse avec la prière. Il n'y a pas que la prière, il faut sonder les Écritures, il faut lire, hein, pas seulement la Bible, mais les sciences, hein, les technologies. Et donc, les peuples doivent apprendre. Les pays comme l'Occident, il y a une place importante pour la lecture. Et donc, nous sommes en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi j'ai pensé initier un mouvement, je crois que dans votre introduction, vous l'avez dit, dans le ministry. Et donc, c'est un cadre on aura peut-être le temps dans les prochaines sessions pour en parler peut-être en détail, où on va se retrouver pour réfléchir et redonner encore le goût à la population de lire. Parce qu'on a constaté, même parmi les chrétiens, les enfants de Dieu, lire, ça devient vraiment un casse-tête. Et donc, on va réfléchir pour accoucher des solutions, des recommandations pour notre pays, un pays qui est un pays chantier, où tout est à refaire, à reconstruire. Exactement. La lecture pose problème, mais par ailleurs, les gens s'accrochent au téléphone. Au téléphone, on voit tout le monde aux intérêts immédiats. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui pouvait être à la base? Est-ce que c'est aussi question de fuir, c'est vraiment embêtant la lecture, ou peut-être les gens ne savent pas lire? Est-ce que l'enseignement est lié aussi à ces phénomènes? Il y a tout ça. Parce que ça ne contribue pas au développement de ces pays. Exactement. La plupart des matières ou des stratégies, des plans sont consignés dans les livres. Oui, oui. Donc, il faut une batterie de solutions. C'est très complexe, surtout. Oui, c'est très complexe. Ce n'est pas un seul aspect. Donc, il faudra tout un arsenal de dispositions à prendre pour y remédier. Vous avez soulevé un point très intéressant, la réforme du système éducatif. Vous devez aussi en profiter. Qui va redonner vraiment le goût de la lecture aux vous aussi, vous devez en profiter, vous en tant qu'écrivain, faciliter la tâche aux lecteurs ou aux potentiels lecteurs. Parce qu'il y a des fois, les gens ont du mal à vous comprendre ce que vous écrivez. Il y a trop de littérature dans vos livres. Donc, c'est un peu ça. Les gens se plaignent, on prend toujours des remarques, hein, par rapport à vos... Bon, je pense que on nous signale déjà, nous tendons vers la fin. Cette question, on va la garder pour rebondir dans au cours de nos prochaines émissions. Avez-vous quelque chose avant de clôturer, parce qu'on va clôturer avec ces mots de la fin de votre point de vente, bien sûr, pour signaler là où on peut trouver les livres. Est-ce qu'il y a une chose qu'on devrait parler et qu'on n'a pas pu aborder au cours de cette émission? Je crois que l'essentiel a été dit. Bon, les temps, nous ne pouvons pas maîtriser les temps, mais je pense que nous sommes à un moment où nous devons faire l'inventaire. L'inventaire de tout. L'inventaire de la démocratie, parce qu'il a été vanté que la démocratie va solutionner nos problèmes. C'est une démocratie qui a été importée. Nous devons questionner ça. Est-ce que ça nous sert ou ça nous dessert? Il y a beaucoup de choses que nous devons revoir. Nos alliances, hein,
lorsqu'on est mal accompagné, on connaît la suite. Les alliances stratégiques, parce que nous sommes dans un monde qui sera multipolaire. Donc, le choix à faire, nous devons interroger les indépendances. Hein. Nos indépendances, on doit voir est-ce que ça a été réel ou du bluff. C'est le moment de faire l'inventaire. L'inventaire sur même notre évangélisation. Gagner les âmes. C'est un pays qui est assez particulier, le Congo, mais est-ce que cet évangile qu'on a prêché jusqu'ici a aidé les peuples à s'émanciper ou on est en train de faire du surplace? C'est le moment de faire l'inventaire. L'inventaire sur notre savoir-faire. Qu'est-ce que le Congo apporte sur l'échiquier mondial? Nous devons nous asseoir et faire l'inventaire. Qu'est-ce que nous apportons? Nous apportons seulement la danse, la musique, je ne sais pas moi quoi. Donc nous devons faire l'inventaire sur toutes les questions, sur tous les aspects de la vie. Sinon, le monde qui arrive, nous risquons encore de les manquer. Parce que nous venons de décrocher avec ce paradigme qui vient de s'achever. Il ne faudra pas que nous loupions les nouveaux paradigmes sur le nouveau paradigme qui arrivent. Merci, Pati Abali Moboa, d'être passé et de se soumettre à cet exercice durant une trentaine de minutes pour répondre aux préoccupations de nos téléspectateurs par rapport à votre publication sous le titre « À quand la fin du monde ?» face à la mission prophétique du plus beau pays du monde. Je pense que je peux que souhaiter beau vent à votre bébé, à l'ouvrage. En tout cas, je pense que pour mesdames et messieurs, on est à la fin, mais avant de clôturer, je rappelle qu'on a eu comme invité sur ce plateau Pati Abali Moboa, auteur de cet opus de près de 300 pages qu'il a titré « À quand la fin du monde face à la mission prophétique du plus beau pays du monde ». Il est maître de conférences, évangéliste, et puis il est chercheur, écrivain comme toujours. Hein. L'ouvrage permet, cet ouvrage « À quand la fin du monde » permet d'élucider un grand mystère en répondant à la question la plus emblématique et la plus énigmatique de l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Mais avant cela, il y a les points de vente aussi. Le livre est à retrouver pour la ville de Kinshasa. Il y a la librairie Livre pour le Grand Lac au niveau du rond-point Forescom. Il y a aussi la librairie Livre pour le Grand Lac au niveau de la banque TMB, toujours à Gombe. Et puis, il y a Rotana Hotel et Book Market, hein, c'est bien ça? Oui, pour ceux qui sont à Goma, à l'est, nous avons d'abord la librairie Lave littéraire. Hein, et puis à Bukavu, nous avons la librairie Sim en face du collège Alpha Djiri. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous pour votre réelle attention accordée à votre émission Bibliothèque francophone. Je remercie Marité Bodo qui était derrière la caméra, la prise de vue. Il y a aussi Christian Banjolo à la régie et puis sans oublier Moron Djambé à la réalisation. Je vous retrouve prochainement, même chaîne, puis bonne suite des programmes accompagnés de CCTV.